C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, un chiffre, 600 soldats tchadiens retirés de la zone des 3 frontières. N'Djamena a décidé de réduire de moitié son contingent dans le Sahel. Cette annonce intervient alors que le Niger a de nouveau été frappé par une attaque. Pourquoi ce retrait? Quelles conséquences sur la région? Nous retrouverons notre correspondante à N'Djamena et nous écouterons l'analyse de notre invité Ibrahim Maïga, spécialiste du Sahel. Les inondations au Sénégal, plusieurs quartiers de la banlieue de Dakar sont sous les eaux. La population est en colère. Les autorités ont mis en place un plan d'organisation des secours. Les détails avec notre correspondant à Dakar. Et à la fin de ce journal, nous irons à Kisangani, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Moins de 10% de la population de la 3e ville du pays n'a pas accès à l'électricité. Nos correspondants sont allés sur place pour tenter de comprendre pourquoi. Reportage à suivre. Le contingent tchadien déployé dans la zone des 3 frontières va passer de 1200 hommes à 600 hommes. Annonce du Tchad ce week-end. La raison invoquée, un redéploiement stratégique pour la force G5 Sahel. Les détails avec notre correspondante à N'Djamena, Khadija Douga. Selon le porte-parole du gouvernement, le retrait de ces 600 soldats de cette zone dite des 3 frontières est le résultat d'un redéploiement stratégique, car les forces armées tchadiennes seraient, je cite, sur place en sureffectif et également munies d'une artillerie beaucoup trop conséquente et donc très difficile à déplacer sur place. Mais certains analystes politiques y voient une volonté des autorités tchadiennes de rapatrier sur N'Djamena leurs effectifs en cas de potentielles attaques rebelles en cette délicate période de transition. Dans la région, en tout cas, cette annonce a été perçue comme un nouveau coup dur pour le G5 Sahel, déjà très impacté par la diminution des troupes françaises à la fin de l'année, mais également par la multiplication des attaques terroristes ces dernières semaines. Une annonce qui intervient alors que cette zone est durement frappée par les violences djihadistes. Au Niger, 19 personnes ont été tuées lors d'une attaque contre un village dans la région de Tillabéri. En un mois, plus de 100 personnes ont été tuées dans 3 départements de la région. Nicolas Germain. Après l'attaque de présumés djihadistes ce week-end, les villageois de la commune d'Antsourou se sont rassemblés pour prier. Les assaillants avaient garé leur moto à une certaine distance des habitations. Ils étaient arrivés à pied. Tous les jours que Dieu fait, c'est des morts. Les derniers qu'on a enregistrés, c'est hier, dans la commune rurale d'Anzourou. Dans une mosquée, les bandits ont trouvé les musulmans. Les musulmans, oui, dans la mosquée, ils ont ouvert le feu. La région de Tillabéri a été très touchée récemment. En un mois, 98 civils et 19 gendarmes ont été tués. L'un des députés de la région de Tillabéri a évoqué un contexte socio-économique critique. 92% des 409 écoles fermées au Niger pour cause d'insécurité sont dans la région de Tillabéri. L'économie tourne au ralenti, entraînant de facto le départ en exode des bras valides, le chômage des jeunes et leur enrôlement par les terroristes. En mai, une série d'attaques avait contraint plus de 11 000 habitants à fuir leur foyer. Les groupes djihadistes qui opèrent dans la zone dite des 3 frontières entre Niger, Mali et Burkina Faso sont souvent affiliés soit à Al-Qaïda, soit à l'État islamique au Grand Sahara. Pourquoi l'armée tchadienne retire une partie de ses troupes du Sahel? La situation sécuritaire va-t-elle se dégrader davantage? Nous avons posé ces questions à notre invité Ibrahim Maïga, spécialiste des questions de paix et de sécurité au Sahel. Écoutez son analyse. Il est évident que les attaques quasi simultanées de ces dernières semaines dans les 3 pays du Liptako-Gourma, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, démontrent une grande fragilité des dispositifs de sécurité mis en place par les États avec l'appui de leurs partenaires. Le terrain est une des difficultés, mais ce n'est pas la seule, encore moins la première. D'ailleurs, la période de pluie, donc la saison des pluies, a souvent été considérée comme une période d'accalmie dans cette zone où il y a moins d'attaques. Ce qu'on voit ces dernières semaines, c'est que c'est une période qui n'échappe plus aux attaques comme ce fut le cas par le passé, ce qui démontre non seulement une faiblesse du maillage du territoire malgré les déclarations politiques des acteurs de la région, mais cela montre aussi que les groupes s'adaptent peut-être mieux au climat et à la géographie du terrain.
Alors, l'armée tchadienne a la réputation d'être très bien entraînée. La zone des 3 frontières est l'une des plus dangereuses du Sahel. Comment qualifier la diminution de moitié des effectifs de l'armée tchadienne? N'Djamena dit que c'est stratégique, que c'est pour renforcer le G5 Sahel. Il y a quand même beaucoup de mal à voir la stratégie derrière ce retrait de 50% des effectifs. Surtout qu'il faut rappeler que l'annonce de l'arrivée des Tchadiens dans la zone des 3 frontières, donc cette zone problématique du G5 Sahel, avait été présentée à l'époque comme un des éléments marquants de la stratégie de priorisation de cette zone par le G5 Sahel, mais aussi par son partenaire français à travers Barkhane. Il est vrai que leur action depuis leur arrivée dans la zone n'a pas été décisive. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de rapports qui font état de violations graves des droits humains par des soldats tchadiens. Mais au regard de la multiplication des attaques au cours de ces 6 derniers mois, le retrait de la moitié des effectifs s'apparente plutôt à un revers pour l'armée tchadienne, mais plus largement pour le G5 Sahel. Alors certains observateurs y voient une volonté du Tchad de rediriger ses efforts de guerre vers de potentielles menaces rebelles sur leur propre territoire. Il est clair que ce retrait obéit davantage à des considérations internes liées à la propre sécurité du Tchad qu'à des raisons stratégiques, comme l'avance un certain nombre d'officiels tchadiens, de sahéliens et de français, probablement pour assurer les opinions publiques nationales et l'opinion publique internationale. Mais on voit clairement que cette annonce intervient à un moment où il y a une hausse des attaques dans la région et on a du mal à voir la stratégie derrière. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la réouverture de la corniche à Brazzaville, elle est de nouveau accessible. 1 an et demi après sa fermeture, elle avait été fermée à la circulation. Une partie s'était effondrée suite aux pluies diluviennes. L'extradition par les autorités espagnoles d'un ancien gendarme algérien, Madrid a répondu favorablement au mandat d'arrêt international lancé par les autorités algériennes le 22 mars dernier. Mohamed Abdallah est accusé de complot et d'appartenance à un groupe terroriste. La Tunisie n'a toujours pas de gouvernement près d'1 mois après la suspension du Parlement par le président Kais Saied. Cette mesure exceptionnelle peut être renouvelable après 30 jours, mais elle suscite déjà l'inquiétude des partis politiques et de la société civile qui redoutent un recul des libertés. Au Sénégal, plusieurs quartiers de la banlieue de Dakar sont sous les eaux après les pluies diluviennes de ces derniers jours. La situation est tendue dans certains quartiers. Les autorités ont mis en œuvre un plan d'organisation des secours. Plus de détails avec notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Diamaguène, Yeumbeul ou encore Keur Massar, plusieurs quartiers de la banlieue dakaroise ont été frappés par d'importantes inondations suite aux fortes pluies de ces derniers jours. Les dégâts sont importants et les maisons qui sont encore sous les eaux sont très nombreuses, ce qui a créé la colère des sinistrés qui dénoncent l'absence de solutions structurelles de l'État pour enfin venir à bout de ces inondations devenues un problème récurrent. Ils ont organisé des manifestations en banlieue de Dakar. Certains d'entre eux ont même bloqué la plus importante autoroute de Dakar ce dimanche et ce lundi. On a pu rencontrer quelques-uns de ces sinistrés. Je vous propose de les écouter. Nous sommes très fatigués. Chaque année, nous vivons des inondations. On vit maintenant dans la rue. J'ai été obligé de surélever mon lit avec des briques de béton pour que ma femme et mes enfants puissent dormir. Moi, je dors dans la rue. Avec les jeunes du quartier, on essaye d'évacuer l'eau vu qu'on n'a aucune aide. Franchement, on est fatigué et on demande de l'aide. Notre solution, ce n'est pas du pompage. Il faut qu'on nous canalise ici. Depuis 2005 jusqu'à présent, on est sur le pompage et à chaque fois, ça revient. Il faut que l'État soit sérieux un peu. Face à l'urgence, le gouvernement a déclenché le plan Orsec, le plan d'organisation des secours pour venir en aide à ces sinistrés. Le ministre de l'Intérieur était même en banlieue de Dakar ce dimanche pour s'enquérir de la situation et apporter des solutions d'évacuation des eaux. Direction Kisangani, en République démocratique du Congo. Kisangani est la 3e ville du pays, mais seuls 10% de ses habitants a accès à l'électricité. C'est 5 fois moins que dans la capitale Kinshasa. Mais il faut dire que la RDC figure parmi les pays ayant le plus faible taux d'électrification au monde. Nos correspondants Clément Bonnereau et Juliette Dubois sont allés sur place pour comprendre les raisons de ce retard. Reportage. Il est 18h et la nuit vient de tomber sur Kisangani. La 3e ville de RDC est plongée dans le noir.
Bonsoir les enfants, ça va? Ida retrouve ses enfants rassemblés sous la seule lampe allumée du salon. Sa maison est raccordée au réseau électrique, mais n'est alimentée que 2 à 3 heures par semaine. Tellement qu'on manque l'électricité, nous utilisons du fer en braise. Il y a la télé ici qui fonctionne seulement avec la batterie, le panneau. Pour une centaine d'euros, soit 2 fois son revenu mensuel, Ida a installé un petit panneau solaire sur son toit. Ça ne marche pas bien parce qu'il y a les jours où il pleuvait. Le panneau ne va pas bien charger parce qu'il y a eu la pluie. À Kisangani, plus de 90% des ménages n'ont pas de courant à la maison. Une seule centrale hydroélectrique construite en 1955 alimente la ville. D'une capacité initiale de 20 MW, elle en produit aujourd'hui à peine 5. Seules 2 des 3 turbines fonctionnent encore, à la moitié de leur capacité. La turbine numéro 1, qui avait été réhabilitée, a connu encore quelques problèmes mécaniques au niveau des grilles de plus d'eau, ce qui fait que depuis 2017, cette turbine est à l'arrêt et ça nécessite sa réhabilitation. Grâce à un financement belge, la centrale devrait être à nouveau réparée. Mais même à plein régime, elle ne pourra pas satisfaire les besoins de la ville, estimés à plus de 40 MW. À Kinshasa, la Société nationale d'électricité dit manquer de moyens pour investir à l'échelle du pays. Seul 1/3 des clients payent leurs factures. Mais pour ce chercheur, il s'agit avant tout d'un problème de gouvernance. Les problèmes vous diront non, telle société ne paye pas l'électricité, ainsi de suite. Mais quelle est la qualité? Les bailleurs de fonds financent énormément de moyens, par exemple la Banque mondiale. Ce sont des millions de dollars américains qui sont investis pour améliorer la qualité de l'électricité. Mais qu'est-ce qu'on en fait avec cet argent? Contactés, les ministres de l'électricité et du portefeuille ont décliné nos demandes d'interview. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. À France 24, mon travail, en étroite collaboration avec les rédacteurs en chef, c'est de mettre en perspective les dossiers internationaux qui font la une de l'actualité. Tous les jours, je décrypte l'information internationale afin d'être prête à intervenir à n'importe quel moment sur l'antenne. En cas de breaking news et d'édition spéciale, je suis en direct sur le plateau pour analyser l'événement que nous sommes en train de vivre et ainsi permettre d'approfondir les choses pour les téléspectateurs. Je reste informé au quotidien de ce qui se passe à travers le monde afin de connaître tous les enjeux historiques, géopolitiques, économiques ou environnementaux des grands sujets d'actualité. Sur France 24, grâce à vos chroniqueurs internationaux, Virginie Hertz, Gauthier Ribinski, Armel Charrier et Bruno Darou, toute l'actualité est décortiquée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Liberté, égalité, actualité.